Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, le Premier ministre à l'intérieur du pays, partout où il est passé, Amadou Ouriba a prôné la paix et l'unité nationale. C'est dans le cadre de sa tournée de remerciements après l'adoption de la nouvelle constitution. À venir, les accidents de la CIL qui causent énormément de dégâts. Entre pertes en vies humaines et dégâts matériels, les conséquences sont désastreuses. À qui la faute concrètement? Élément de réponse à suivre dans le journal. Nous irons enfin sur la culture guinéenne rayonne. Les Guinéens se sont fortement mobilisés autour de l'initiative Urban Made West. L'événement est soutenu par les autorités françaises et l'ambassade de Guinée en France. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et vous êtes les bienvenus. À la une de l'actualité ce soir, le Premier ministre chef du gouvernement poursuit sa tournée de remerciements après l'adoption de la nouvelle constitution. Amadou Ouriba s'est rendu à Farana, Zérékouré, Kissidou, Kédou et Massanta. Partout, le coordinateur national de la campagne référendaire a échangé avec les sages et notables mobilisés pour témoigner leur attachement à la nouvelle dynamique nationale. Ousmane Bangoura. Comme le veut la tradition africaine, l'arrivée d'une haute autorité d'une localité reste toujours un événement majeur. À chaque étape, les populations se mobilisent pour réserver un accueil digne à leur hôte de marque. Après Farana et Kisdougou, cap sur Gekedou, véritable carrefour de solidarité où les populations affichent déjà un soutien marqué aux idéaux du CNRD. Ce rituel d'hospitalité a été pleinement respecté à Farana comme à Zérékouré. Premières étapes de cette tournée de remerciements du Premier ministre après l'adoption de la nouvelle constitution. Partout, la chaleur humaine, la convivialité et les salutations d'usage ont marqué les échanges. Ici, nous vivons dans la symbiose. Et nous avons eu la chance cette année, vraiment, et le gouverneur, et le préfet, et le président de la délégation spéciale, ce trio est en train de nous comprendre et en train de faire, de jouer leur rôle. Vraiment, je suis content et je dois signifier à monsieur le Premier ministre. Je suis content. Excellence, monsieur le Premier ministre, le patriarche des Zérékouré vous dit Kapalou, Kakalou, Anousene, Oumamadjou, la Tawotlin. Kaniyolo, Kotoli. Excellence, monsieur le Premier ministre, nous sommes contents. Nous savons, depuis la conception du projet de constitution, en passant par la concertation des populations, à la vulgarisation de ce projet de constitution et au référendum du 21 septembre 2025, nous sommes contents. Ces premières étapes marquent ainsi le début d'une tournée nationale placée sous le signe de la reconnaissance et de la gratitude du gouvernement envers les citoyens. Proche nation annoncée, les régions de Kankan et de Mamou, pour poursuivre cette mission d'écoute et de remerciement à l'endroit des populations. Lecture de Saint-Coran au Petit Palais de résidence des sages et des religieux, pris pour la paix et la prospérité en Guinée. Cette cérémonie placée sous la présidence du général Amara Kamara, organisée par la section syndicale de la présidence de la République, contre Bakari Bamba Konti. La section syndicale de la présidence de la République a organisé une lecture du Saint-Coran au Petit Palais de la présidence, une semaine après la célébration de la fête anniversaire de l'indépendance nationale. La cérémonie s'est tenue sous les auspices du secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, en présence de plusieurs hauts cadres de l'institution, de travailleurs de la présidence ainsi que de fidèles religieux venus de Kalouma. À cette occasion solennelle, le général Amara Kamara est revenu sur les progrès notables réalisés par le chef de l'État depuis 2021. Il a salué les réformes engagées et les décisions courageuses qui ont permis à la Guinée de renforcer sa place sur la scène internationale. Quand on veut prier pour un pays, il faut aussi prier pour son chef. Pour que Dieu lui donne les moyens, la capacité, l'intelligence, la santé de guider notre pays.
Donc c'est ceux qui nous regroupent ici aujourd'hui. Je ne peux que vous dire merci pour cette initiative. Que Dieu continue à raffermir ces liens-là davantage. Que Dieu facilite encore beaucoup d'autres rencontres comme ça. Notre pays va s'acheminer encore dans un autre processus électoral à la fin de l'année. Dieu protège notre pays. Que Dieu protège notre chef. Le secrétaire général de la section syndicale Alsenia Lobangoura a exprimé sa satisfaction, soulignant la portée symbolique et spirituelle de l'événement. Puis cette cérémonie est mise à profit pour formuler des prières et bénédictions à la mémoire de nos illustres devanciers pour la paix et la prospérité de notre pays. L'objectif, c'est de prier pour le repos de l'âme de feu Ahmed Sékou Touré, de tous ses compagnons, et prier aussi pour la paix, la stabilité et la réussite de la noble mission initiée par le général Mamadi Doumbouya, le chef de l'État. La cérémonie s'est clôturée par une intervention du grand imam de la mosquée de Boulbinet, Elhadj Abdoulaye Kaba, qui a lancé un appel au pardon, à la cohésion sociale. Il a ensuite formulé des prières pour la paix, la stabilité et le développement harmonieux de la République de Guinée. Une conférence islamique pour la paix et l'unité nationale organisée à Taouya par la structure Taouya. Les organisateurs veulent instaurer un climat de quiétude sociale en cette période de transition. Plus de détails avec Aboubakar Junior Kamara. Le respect du civisme, de la civilité et de la solidarité, c'est le thème d'une conférence islamique organisée par les citoyens du quartier Taouya dans la commune de Ratoma. À travers l'islam, ce prédicateur explique l'importance de la citoyenneté, du vivre ensemble. L'idée est d'instaurer un climat de paix en cette période de transition. Demander un imam pour venir nous guider, nous parler, c'est quoi un bon citoyen. Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné la jeunesse comme tout Taouya. La paix et l'unité nationale sont des facteurs essentiels de développement. C'est pourquoi la structure Tout Taouya s'est engagée dans la sensibilisation afin de consolider le tissu social. C'est des actions citoyennes, une façon de montrer qu'on est d'abord guinéen et notre pays c'est notre maison commune. Et ce qu'on peut faire, nous, à notre petite échelle, sans attendre les autorités, pour accompagner les nouvelles autorités et leur montrer que nous les accompagnons à notre manière, les bénédictions divines et faire en sorte que la Guinée rayonne. Dans l'exécution de leur plan d'action annuel, plusieurs activités citoyennes sont programmées, notamment les journées d'assainissement et de sensibilisation des jeunes pour le changement de comportement. Retour des migrants en provenance du Niger, 147 jeunes Guinéens sont accueillis ce matin par le ministre des Affaires étrangères. Ce rapatriement s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Guinée et l'Organisation internationale pour les migrations sous l'impulsion du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Moussa Bangoura, Makemedonzo. 147 jeunes Guinéens, tous des hommes en provenance du Niger, ont regagné le pays dans le cadre d'un retour volontaire. Un rapatriement suivi personnellement par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a instruit son ministre des Affaires étrangères de ne laisser aucun Guinéen en détresse hors des frontières. Ces jeunes sont accueillis par le ministre Dr Mourisanda Kouyaté avec chaleur et dévouement. Bienvenue à la maison, chez vous, la terre d'Ahmed Sékou Touré, la terre de Lansana Conté, la terre du général Mamadi Doumbouya. Vous êtes ici en Guinée aujourd'hui parce que simplement le président de la République a mis comme priorité des priorités la protection, la sauvegarde de l'humain, surtout l'humain en Guinée et en dehors de la Guinée, appartenant à la communauté nationale. C'est pourquoi, depuis qu'il est aux responsabilités, il nous a chargé d'aller chercher les Guinéens qui le désirent, nul n'est forcé, qui désirent revenir dans leur pays, d'aller les chercher, d'aller les sortir du désert, de la misère, de la bastonnade, de l'humiliation.
Il n'en veut pas. Le chef de l'État n'en veut pas. C'est pourquoi, plus récemment, il a utilisé le terme de pont aérien. C'est ce qu'il a dit. Mettez-moi en place un pont aérien pour ramener les enfants de la Guinée. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Guinée et l'OIM. Depuis le début de l'année 2025, 6 834 compatriotes ont ainsi pu regagner la patrie. Est-ce que c'est vous qui avez voulu revenir? Entre là-bas et la Guinée, qu'est-ce qui est bien? Pendant que vous étiez là-bas, non seulement il s'est soucié de vous, mais il s'est soucié aussi du pays entier. Vous allez voir, quand vous avez quitté, vous allez voir le progrès qui a été fait après vous. Les routes qui sont là, les ponts, les échangeurs qui sont ici. Mais vous venez ici au bon moment. Le président général Mamadi Doumbouya est en train de normaliser notre pays. Le 21 septembre passé, le peuple de Guinée s'est exprimé largement en s'octroyant une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Ceci encadre le développement économique du pays qu'il a mis en place. Donc vous êtes les bras valides. Touchés par les mots d'accueil et la mobilisation des autorités, les rapatriés laissent éclater leur joie par de vifs applaudissements, traduisant leur soulagement et leur fierté de fouler à nouveau le sol guinéen. Nous sommes vraiment contents d'arriver dans notre pays d'origine parce que c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Depuis longtemps, on attendait ce jour. Donc, nous remercions tout le monde et tous ceux qui sont là aujourd'hui. Ce retour volontaire s'inscrit dans une politique de protection de nos compatriotes à l'étranger. Une priorité réaffirmée par le chef de l'État qui place l'humain au cœur de l'action gouvernementale. Par ailleurs, l'école nationale de police et de protection civile de Kafilia dans la préfecture de Bofa est actuellement en pleine rénovation. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de division Abdoulaye Keïta, était sur ce site pour toucher du doigt les réalités au niveau de l'évolution des travaux. Lieutenant Lamine Sana Kamara, correspondant de la presse militaire. Il n'y a pas une police et une protection civile forte et bien entraînée sans un cadre idéal pour leur formation. C'est en partant de ce constat que le chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya, a pensé à la rénovation de l'école nationale de police et de protection civile de Kafilia, située dans la préfecture de Bofa. S'enquérir du niveau d'avancement du chantier, le chef d'état-major de l'armée de terre est sur le terrain, en compagnie du directeur général de la police, de la protection civile et du PDG de la société SD Mining en charge des travaux. Je suis reconnaissant également que Monsieur le général Keïta est l'éducateur de la nation guinéenne, nous a apporté beaucoup d'appréciation, beaucoup de soutien à l'égard les travaux que nous avons faits pour l'école de formation de Kalipia. L'ouvrage comporte des salles de cours, un bâtiment administratif, une salle d'informatique, des latrines, une buanderie, des lampadaires, des forages, une infirmerie, une salle de fête, des aires de sport, des dortoirs et des logements pour les encadreurs. Les bénéficiaires s'en réjouissent. J'ai laissé cette école dans un état délabré et aujourd'hui, après mon constat, il y a un travail gigantesque qui a été fait. On ne pourra que remercier la société aussi SD Mining à travers le général Abdoulaye Keïta. Et nous quittons ici satisfaits et rassurés que les prochaines semaines, nous pouvons recevoir les élèves dans l'enceinte de l'école de Kafilia. Je tiens à remercier le gouvernement et plus particulièrement le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour le renforcement de capacité de la police et de la protection civile. On va se retourner satisfait et bientôt l'école sera fonctionnelle. Quant au chef d'état-major de l'armée de terre, il parle des raisons de l'implication de cette société chinoise dans l'exécution des travaux. Sur instruction de M. le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées,
qui m'a donné la mission de la formation, la partie militaire des recrues de la police. À cette occasion, nous avons levé une mission sur instruction du ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des armées pour visiter les différents centres de formation que dispose la police, qui est le centre du kilomètre 36 et le centre de Kafilia à bas ici. Quand la mission est arrivée sur le site était complètement à l'abandon et on ne peut pas l'utiliser dans le cadre d'une formation militaire. Et de façon volontaire, la société est venue nous porter main forte pour faire l'accès du camp, faire l'alentour du camp, clôture, rénover certains bâtiments. Aujourd'hui, l'école est dans un état vraiment très enviable. Je suis dans un état de satisfaction très poussé. Bientôt, nous allons commencer à envoyer des élèves policiers ici. La refondation d'État prônée par le CNRD depuis le 5 septembre 2021 se matérialise quotidiennement à travers les jalons posés dans tous les secteurs socio-économiques et politiques du pays. Dans l'actualité également, le ministère du Travail et de la Fonction publique, à travers l'inspection générale du travail, va lancer ce 10 octobre une campagne de contrôle systématique dans de nombreux secteurs publics et privés. Cette opération d'une durée d'1 mois vise à s'assurer du respect des lois relatives au travail sur l'ensemble du territoire national. Ce mercredi, l'inspecteur général du travail a animé un point de presse pour annoncer les dispositions prises par son institution. Reportage à Mohamed Chérif Kamara. Le ministère du Travail et de la Fonction publique réaffirme sa volonté de faire respecter la législation en milieu professionnel. À travers ce point de presse, l'inspection générale du travail annonce le lancement officiel d'une vaste opération de contrôle systématique dans les services publics et privés. Cette campagne d'envergure débutera par les secteurs de la banque, des assurances, de la microfinance, de la monnaie électronique, des télécommunications, ainsi que les établissements publics administratifs. L'approche, on va se rendre dans les entreprises, les inspecteurs partout en Guinée, vu qu'on a une couverture nationale, pour mener les contrôles selon les points que nous avons exposés ici. Tout ce qui est protection administrative, mais aussi les questions de contrat de travail, les questions des heures supplémentaires, les questions de fiches de paye. Donc tous ces détails-là sont déjà contenus dans le Code du travail et c'est l'application de cette législation-là justement que nous surveillons en République de Guinée. Au-delà du contrôle, les équipes de l'inspection générale du travail accompagneront les structures concernées afin de les aider à se conformer aux exigences légales. En tant qu'institution supérieure de contrôle de l'ordre administratif, l'inspection générale d'État, par ma voix, se réjouit de cette dynamique qui illustre parfaitement la complémentarité entre les différents organes de contrôle administratif, financier et social. Le contrôle systématique des services publics et privés s'étendra sur une période d'1 mois, du 10 octobre au 10 novembre, avec pour objectif d'assurer le respect strict de la réglementation en vigueur au sein de chaque entité. Et puis le ministre de l'Énergie reprend ses visites dans les services relevant de son département. Cette semaine, Namori Kamara est allé à la centrale de Kaloum, Kipé et la tannerie. Il a apprécié le volume et la qualité de travail que EDG est en train d'abattre pour fournir de l'électricité dans la ville de Conakry et ses environs. Nabi Kamara nous donne plus de détails. Le ministre de l'Énergie était mercredi sur certains sites de production et de distribution de l'électricité dans la ville de Conakry. Il s'agit précisément des centrales thermiques de Kaloum, Tipé et T-Power de la tannerie. C'était pour s'assurer du bon état de fonctionnement des installations, de la disponibilité des équipements et de la régularité de la production électrique pour satisfaire les besoins des clients de l'électricité guinéenne. Lorsqu'on parle d'électricité, on parle d'abord de production. Et la production thermique représente une part importante dans notre parc de production. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais par rapport aux défis que nous avons aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous sommes engagés
à relever le défi. Le constat d'ensemble fait par le ministre durant cette tournée lui a permis de comprendre que les techniciens de l'EDG, sous l'impulsion de leur direction générale, sont en train de fournir le maximum d'efforts pour répondre à la demande sans cesse croissante des populations en électricité. Pour moi, en fait, ce n'est pas qu'une visite pour voir les installations physiques, mais c'est pour aussi, en tant que ministre responsable de ce secteur, connecter avec les travailleurs, avec les ressources les plus importantes. C'est une occasion pour moi, encore une fois, de lancer un appel à tous les travailleurs. Il faut qu'on continue dans cette lancée. Dans la vision du président de la République, c'est vrai qu'il y a eu des avancées, beaucoup d'avancées, mais il y a encore beaucoup à faire. D'autres visites de terrain sont au programme du ministre de l'Énergie, comme celle de Kaleta et Swapiti, où se trouvent les plus grands barrages hydroélectriques de notre pays. La salubrité publique est plus que jamais une priorité. Le ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a entamé lundi une série de rencontres avec les maires des 13 communes de la capitale. Objectif, évaluer leur implication dans la gestion de l'assainissement et identifier les blocages sur le terrain. Les communes de Dixine et Ratoma sont les premières concernées. Reportage de Mariam Kamara. Au ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, il est plus que nécessaire de trouver des solutions urgentes et adaptées à la situation. D'où cette immersion au niveau des communes pour échanger autour des dysfonctionnements, de la collecte des ordures jusqu'à l'élimination des points noirs. Au cœur des discussions, la coordination entre les différents acteurs. Le ministre a saisi cette occasion pour exposer sa vision en matière d'assainissement. L'État est en train de faire 100% pour être Conakry propre. Donc nous, les délégations spéciales de Conakry, on doit accompagner l'État comme il faut. On va dire aux citoyens de s'abonner. Parce que les PME se trouvent dans les différents quartiers. Nous avons préalablement fait assez d'efforts et M. le ministre l'a reconnu et il nous encourage à faire plus. Et il a aussi proposé qu'à travers, n'est-ce pas, la nouvelle dynamique, il y aura des prix pour des collectivités qui sont en train de rendre leurs communes plus propres. Le ministre a en effet invité les élus à s'impliquer davantage. Il a rappelé que la réussite de cette politique passait nécessairement par un engagement fort de toutes les collectivités. Le but de ce rendez-vous est de confronter pratiquement entre les moyens mis à la disposition des communes et les efforts faits dans le domaine de l'assainissement parce que c'est extrêmement important. On constate aujourd'hui il y a une asymétrie par rapport à l'effort des communes. Il y a des communes qui fournissent beaucoup d'efforts et d'autres communes fournissent moins d'efforts. Cette immersion marque une étape clé dans la stratégie nationale d'assainissement. Le gouvernement mise sur ce transfert effectif des compétences aux communes. L'ambition est claire, obtenir des résultats concrets et durables pour relever le défi de l'insalubrité. On en vient à la célébration ce jeudi 9 octobre de la Journée mondiale de la Poste. C'est le moment de rendre hommage aux travailleurs de l'ombre qui font vivre ce service essentiel. La Guinée, membre actif de l'Union postale universelle, ne reste pas en marge de cette célébration. Elle salue l'engagement quotidien de toutes ces personnes qui, par leur dévouement, assurent la continuité du réseau postal au service des citoyens et des entreprises. À Marie-Angélique Bangora. En Guinée, cette journée met en avant le rôle essentiel du secteur postal sous la conduite du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Plusieurs chantiers de modernisation sont en cours pour renforcer les infrastructures et rapprocher les services des populations. Nous avons également étendu la couverture territoriale, en particulier dans les zones rurales, à travers notre présence dans les stations de service Total. Nous avons amélioré la qualité de nos services et posé les bases d'un écosystème postal numérique et inclusif. À vous, agents postaux, opérateurs, distributeurs, gestionnaires, je rends un hommage sincère. Par votre travail quotidien, souvent dans des conditions difficiles, vous maintenez le lien entre les populations et participez activement à la transformation du pays. La Guinée a récemment rejoint le conseil d'exploitation de l'Union postale universelle UPU à l'issue du 28e congrès mondial tenu à Dubaï.
Une reconnaissance du leadership et de l'engagement du pays dans la modernisation du secteur postal mondial. Cette année, la Guinée a franchi un cap historique en intégrant le Conseil d'exploitation postale de l'Union postale universelle. C'est une reconnaissance internationale de nos efforts, mais surtout une responsabilité nouvelle que nous sommes prêts à assumer avec transparence et solidarité. À ce titre, je tiens à remercier nos partenaires internationaux, les pays membres de l'Union postale universelle et tous ceux qui croient au potentiel postal guinéen. Parmi les projets phares figure la rénovation du siège de la poste guinéenne, un chantier suivi de près pour garantir la qualité des travaux et le respect des délais. Lancement du projet d'appui au secteur de la santé, un projet qui va toucher plusieurs régions du pays. Près de 53 millions d'euros seront injectés pour l'exécution du projet. Pour sa mise en œuvre, l'État guinéen est accompagné par la Banque islamique de développement. Des précisions avec Tierno Maroufba, Mohamed Mpatikamara. Le projet d'appui au secteur de la santé est une nouvelle initiative du gouvernement guinéen, portée par le ministère de la Coopération internationale et de l'économie et des finances. Sous la tutelle du ministère de la Santé, il vise à améliorer la qualité des soins sur tout le territoire. Le projet est cofinancé par la Banque islamique de développement et l'État guinéen à hauteur de 53 millions d'euros. Le projet que nous lançons aujourd'hui est un projet qui vient répondre à des besoins cruciaux de notre système de santé. Ce projet va également financer des infrastructures communautaires. 3 centres de santé ruraux seront construits dans les régions de Kankan et de Farana. 2 postes de santé, dont un à Farana, un à Kankan, vont compléter l'investissement. Le projet que nous lançons aujourd'hui marque une nouvelle étape dans la consolidation du système national de santé. Il vise à améliorer durablement l'état de santé de la population guinéenne à travers le renforcement de la performance du système sanitaire, la réduction de la mortalité et de la morbidité, qu'ils soient liés aux maladies transmissibles, non transmissibles, mais aussi aux situations d'urgence. Le projet sera déployé dans plusieurs régions du pays. Il comporte 7 composantes majeures, dont la création de l'Institut national de cancérologie, doté d'une unité de radiothérapie, ainsi que le renforcement de la qualité des soins à l'hôpital national d'Onka. Il faut suivre ce projet, qu'on puisse l'exécuter dans les temps et qu'on puisse en faire un exemple. Et même l'exécuter même avant la date butoir de dernier délai de décaissement, et on va dire voilà, on a réussi ça en Guinée. Le projet d'appui au secteur de la santé est un engagement collectif, une promesse envers notre peuple, un devoir envers les générations présentes et futures. Sous la direction éclairée du chef de l'État et avec le dynamisme du gouvernement, nous allons poursuivre cette marche vers un système de santé rénové, inclusif et performant au service de chaque Guinéenne et de chaque Guinéen. Cette rencontre de 3 jours a réuni de nombreux acteurs du secteur afin de définir les priorités et poser des bases d'une mise en œuvre efficace de ce projet d'envergure pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Dans le même registre, à l'hôpital préfectoral de Kouroussa, des panneaux solaires pour assurer la prise en charge sans coupure d'électricité. C'est un coup de pouce de l'ONG humanitaire Médecins sans frontières pour fournir l'éclairage et alimenter les appareils électriques essentiels. Une solution efficace selon ce partenaire de l'État pour réduire les coûts énergétiques. Diamokaba, reportage. De plus en plus de formations sanitaires de la savane guinéenne s'équipent de panneaux solaires. Le sujet figure en bonne place dans l'agenda de Médecins sans frontières. À Kouroussa, les toits de l'hôpital préfectoral sont dotés pour assurer la prise en charge sans coupure d'électricité. En 2024, la centrale a subi une panne et les autorités de l'hôpital, en l'occurrence le directeur, a plaidé pour que Médecins sans frontières, n'est-ce pas, les aide à réparer cette centrale, ce qui a été fait. Cet appui de l'institution humanitaire vient accroître la capacité opérationnelle de la structure sanitaire pour le bon fonctionnement des équipements
De nouveaux engagements sont pris pour renforcer les performances et autres démarches administratives sans défaillance. Nous allons essayer de veiller sur ce bijou en faisant la maintenance continue, tout en formant d'abord initialement nos maintenanciers de Kouroussa pour pouvoir faire face à des petites pannes. Il s'agit autrement de faciliter la gestion axée sur les résultats. Là-dessus, des attentes sont nombreuses pour restaurer la confiance entre personnel soignant et patients. L'offre de soins de santé de qualité se veut plus forte ici pour lutter contre le désert médical. Journée mondiale de la rage. L'événement a été célébré en différé ce lundi 5 octobre à Farana. Les activités ont démarré par un carnaval de sensibilisation avant le lancement officiel de la campagne de vaccination des chiens. Ibrahima Oulen Fofana, Silati Kourma. Après la célébration nationale organisée en Zérikori, c'est au tour de Farana d'abriter la journée mondiale de la rage. Les acteurs engagés dans la lutte contre cette maladie mortelle ont animé un grand carnaval de mobilisation à travers la ville. Le point bleuement pour la vaccination a été fixé à la maison des jeunes où 250 vaccins contre la rage sont disponibles pour les chiens. La rage, elle est très dangereuse et surtout pour les femmes et les enfants parce que c'est les enfants qui sont en permanence avec les chiens. Nous devons à tout prix faire vacciner. Et l'appel que je lance à la population, c'est de vacciner de façon très régulière tous les chiens. Nous nous engageons à renforcer les politiques de prévention et à fournir le soutien nécessaire aux campagnes de sensibilisation. Nous travaillons avec nos partenaires nationaux et internationaux pour améliorer l'accès à la vaccination, pour sensibiliser nos communautés et pour renforcer les infrastructures de santé publique afin que plus de personnes puissent être protégées contre cette maladie. Cette année, le thème retenu par l'Alliance mondiale contre la rage est « Agissons, toi, moi, la communauté ». Un appel à l'action pour éliminer cette zoonose mortelle d'ici 2030. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne meurt de la rage toutes les 10 minutes, soit environ 60 000 décès chaque année. Il est un devoir pour vous de faire en sorte qu'il y ait des rabattages dans les quartiers, dans les secteurs de la commune urbaine, pour qu'on ait un plus grand nombre de chiens à recevoir leur dose de vaccination. À la Maison des Jeunes de Farana, cette journée est perçue comme une véritable opportunité pour sensibiliser la population sur les dangers de la rage. Avec un cas confirmé dans la préfecture cette année, les acteurs et partenaires promettent de redoubler d'efforts afin d'éradiquer définitivement cette maladie à Farana. Notre grand format de ce jeudi s'intéresse aux accidents de la circulation qui deviennent une véritable menace pour la vie des citoyens. Chaque semaine, des vies sont fauchées sur nos routes dans l'indifférence générale, excès de vitesse, non-respect du code de la route, surcharge ou encore imprudence des conducteurs. Les causes sont nombreuses, mais les conséquences sont toujours les mêmes. Des familles brisées, des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. C'est un sujet tourné par Abraham Christophe Conti. En Guinée, il n'est pas rare de rencontrer des cas d'accidents dans la circulation. Même avec les efforts d'amélioration du réseau routier à travers le pays, le phénomène persiste. Ces derniers mois, le nombre de victimes sur nos routes n'a cessé d'augmenter. De Conakry à l'intérieur du pays, les scènes tragiques se multiplient. Face à cette triste réalité, on se demande à qui la faute. Pour répondre à la question, nous avons rencontré spécialistes et acteurs de la route. Il y a 3 accidents sur la route. Il y a l'accident de la route elle-même, il y a l'accident de véhicule elle-même, il y a des accidents de chauffeur même. Le véhicule, ce n'est pas pour filer, c'est pour conduire. Quand tu quittes ici pour Conakry pour aller à Kindia, quand tu arrives à Kindia dans les conditions normales, c'est ce qui est plus important. C'est ça un bon chauffeur. Ce n'est pas pour dire que j'ai arrivé à Kindia, je fais que 30 000, ce n'est pas un bon chauffeur. Arriver dans les conditions normales, c'est ce qui est recommandé. Et c'est ce qui est dans notre ordre de jour aujourd'hui. La sensibilisation va dans ce sens. Même s'il y a eu des campagnes de sensibilisation sur le terrain, le constat reste inquiétant. Le manque de discipline des nombreux usagers reste la première cause évoquée, à côté de l'état parfois dégradé des routes.
la vétusté des infrastructures, le non-respect des règles de la sécurité routière et l'imprudence des conducteurs seraient, entre autres, les causes de ces accidents de circulation. C'est l'imprudence que je veux parler aujourd'hui. Parce que quand on est chauffeur, il faut qu'on mette dans la tête qu'on est devenu responsable et puis un grand responsable. Il faut qu'on se comporte toujours comme un vrai responsable. Un chauffeur ne doit pas être dans l'alcool, un chauffeur ne doit pas être drogué et puis assis derrière le volant et puis tu conduis. Vous avez un chauffeur mal formé, c'est un grand problème autour de la population. Le gouvernement guinéen, pleinement conscient de cette situation, a pris des mesures pour réduire le nombre d'accidents de circulation, ce qui explique le but de la création de l'Agence guinéenne de la sécurité routière à Guizère. Aujourd'hui, nous menons des campagnes de sensibilisation à longueur de journée sur l'ensemble du territoire national pour vraiment minimiser le risque d'accident dans notre pays. Mais le problème est que la population est réticente. Il y a d'autres qui ne respectent pas le code de la route. Quand vous prenez par exemple sur les routes nationales, il y a tellement d'accidents aujourd'hui causés par des véhicules. Il y a communément appelé par exemple Toyota Verso, qu'on appelle souvent la troisième position. Ils sont pressés pour se rendre dans des villes et ils ne respectent pas le code de la route. Ils viennent, même dans les virages, ils rentrent de façon vraiment imprudente. Donc aujourd'hui, on est en train de les sensibiliser. Quand les routes sont en bon état, c'est là-bas qu'il y a assez d'accidents. C'est quoi? Ça veut dire que nous, les conducteurs, l'homme même, ne respecte pas le code de la route. Si la sensibilisation s'intensifie et des mesures plus strictes mises en place, il reste à faire respecter ces mesures par les usagers. Chaque acteur impliqué dans le processus de la sécurité routière devrait jouer un rôle pour assurer la sécurité sur nos routes, ce qui contribuerait à favoriser un environnement de conduite plus sûr pour tous. C'est parti pour le projet de renforcement de l'autonomisation de 60 filles et femmes de Bambaya dans la commune urbaine de Labé. Elles seront outillées en technique de maraîchage et pisciculture pour une durée d'exécution de 18 mois. Ce projet est financé par l'Organisation internationale de la francophonie et mis en œuvre par Aprodège Guinée. Sona Sagno commente les images de Sarafdine Diallo. À Bambaya, dans la commune urbaine de Labé, 60 filles et femmes vont s'ouvrir de nouvelles perspectives grâce à un projet financé par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et mis en œuvre par l'ONG Aprodège Guinée. Elles bénéficient d'un appui pour leur autonomisation économique et sociale à travers le maraîchage et la pisciculture. Le projet comprend 3 axes. Le premier axe, c'est l'aménagement de 2 hectares périmètre maraîcher. Deuxième axe, c'est la mise en place de 2 étangs piscicoles de 15 mètres au sein du périmètre maraîcher. Le troisième axe, c'est le renforcement de capacité. Le programme prévoit de renforcer leur accès à des moyens de subsistance durables et à des outils de production adaptés, une initiative qui ambitionne d'améliorer durablement leurs conditions de vie. J'exhorte donc ces braves dames bénéficiaires de faire tout pour que ces acquis servent une source intarissable pour assurer d'éventuels financements des projets. Auparavant, on était très soudés, mais ce projet-là va nous renforcer davantage. Et nous nous engageons à honorer ce projet. Ce projet de maraîchage et de pisciculture entend faire de l'autonomisation des femmes de Bambaya un levier de développement local. En milieu rural, l'accès à l'éducation reste un défi pour de nombreux enfants. La semaine dernière, le nouveau centre d'études communautaires a été inauguré dans le village de Fanaya, préfecture de Kindia. À cela s'ajoute la distribution de kits scolaires pour les élèves les plus démunis. C'est un accompagnement de la Fédération Mounafani de Kindia et son partenaire Child Fund. Lansana Kamara, Marwan Kamara.
C'est un jour de fête dans le district de Fanaya. Dans cette localité enclavée, située dans la préfecture de Kindia, les habitants se sont rassemblés pour célébrer l'ouverture de leur tout premier centre d'études communautaires. L'infrastructure dotée d'un espace de loisirs est réalisée et équipée par la Fédération Mounafani de Kindia et son partenaire Typhon. Les enfants sont pour nous la porte d'entrée principale dans les communautés et donc cela nous aide à contribuer au développement local et à faciliter l'accès à l'éducation par tout le monde. Ce CEC, à fort impact social, vient répondre à un besoin fondamental, celui d'offrir aux tout petits un cadre d'éveil, d'apprentissage dans des conditions dignes et adaptées. Et pour cela, nous vous disons merci. En plus du centre, plusieurs kits scolaires et préscolaires ont été aussi distribués aux enfants démunis de la localité. Un bel exemple d'engagement pour réduire les inégalités scolaires et soutenir la scolarisation en milieu rural. Dans les milieux ruraux, c'est très difficile d'avoir les enfants d'aller à l'école. C'est pourquoi la Fédération pour la petite enfance, nous avons construit un centre d'entraînement communautaire. Deuxième des choses, c'est la remise des kits. Nous avons conditionné 827 kits préscolaires pour pouvoir au moins aider les enfants à venir les préparer pour l'élémentaire. Deuxième des choses, ceux qui sont au niveau élémentaire, non seulement pour leur inscription ou réinscription pour la continuité, maintien au niveau des classes, nous avons aussi préparé 827 kits scolaires pour pouvoir au moins accompagner les enfants les plus démunis. Avec ce geste de la FMK et Typhon, la communauté de Fanaya espère voir grandir une génération d'apprenants mieux outillés, plus confiants et capables de contribuer au développement local. Et puis le leadership des jeunes se renforce davantage pour contribuer au développement socio-économique du pays. À Koya, cette approche intègre plusieurs mécanismes innovants et professionnels à travers l'organisation de sa 16e convention locale. À la Jeune Chambre internationale Koya Avenir porte des projets d'intérêt communautaire. Le point avec Aboubakar Diaby. La 16e convention locale de la Jeune Chambre internationale Koya Avenir se tient en présence des jeunes leaders, professionnels et entrepreneurs de la préfecture. La démarche consiste à activer de nouvelles initiatives de développement au bénéfice des communautés. Ici, le rapport moral et financier ainsi que les activités réalisées courant 2025 par JCI Koya Avenir sont au centre des discussions. Nous avons eu à réaliser des programmes de formation au bénéfice des membres et de la jeunesse. Dans le domaine impact communautaire, nous avons eu à réaliser des projets à fort impact communautaire, dont des sans-reboisement. Dans le domaine business, nous avons eu à promouvoir l'entrepreneuriat auprès de nos jeunes à travers le programme Salon de l'entrepreneuriat. Vous avez démontré que quand la volonté et l'action se rencontrent, l'impact devient réel. Je tiens donc à féliciter le comité directeur local 2025 et tous les membres pour votre engagement exemplaire. Avec l'organisation de ce présent conclave, ces participants entendent porter haut le flambeau de l'entrepreneuriat, de la solidarité et de la responsabilité pour contribuer au développement socio-économique du pays. L'accent doit être mis sur la formation, le développement du partenariat. Il faut que, à cet âge de l'organisation, qu'on puisse développer de très bons partenariats pour permettre à l'organisation de faire face à la réalisation de ces différents projets. Depuis sa création en juillet 2010, la Jeune Chambre internationale Koya Avenir ne cesse d'impacter positivement les communautés. Plusieurs projets structurants et instructifs sont à l'actif de cette équipe de 2025. Et pour finir, la culture guinéenne en pleine offensive à l'Hexagone, à Laval, Ville-de-France. Les Guinéens se sont fortement mobilisés autour de l'initiative Urban Made West. Il s'agit de faire la promotion des artistes guinéens à l'international. Les images de Mohamed Souma sont commentées par Kelfara Presse Camara. Urban Made West n'est pas qu'une simple rencontre culturelle. C'est aussi et surtout un forum de débat et de panel comme celui animé par l'ambassadeur de Guinée en France sur les opportunités d'investissement offertes par le gouvernement à la diaspora en Guinée. Nous avons rassuré nos concitoyens
qui vivent dans les pays relevant de notre juridiction. Toutes ces structures existent aujourd'hui pour faciliter non seulement l'intégration de la diaspora, mais permettre pour ceux qui sont porteurs de projets de s'adresser aux structures les mieux adaptées et de mettre en valeur leurs initiatives. C'est de valoriser la diaspora et de montrer aussi au monde entier de quoi les Guinéens sont capables en fait. C'est pour ça qu'on se bat pour mettre en valeur nos cultures. Le ministère de la Culture et de l'Artisanat veut faire de la valorisation du potentiel culturel. La démarche est soutenue par la municipalité de Laval et le gouvernement français à travers l'ambassade de la France en Guinée. Une envie de la diaspora de se réinvestir dans leur pays d'origine et ça montre qu'il y a une opportunité pour la Guinée et pour le pays de la Guinée de bien les accueillir, de pouvoir accueillir aussi leurs investissements. L'idée c'est de trouver les moyens de faire des diasporas les passerelles économiques, culturelles, associatives et même universitaires pour que la relation entre la France et la Guinée s'enrichisse de toutes ces expériences. L'initiative Urban Med West a connu la participation de plusieurs artistes guinéens allant des têtes d'affiche aux artistes en herbe dont l'ambition est de bénéficier des avantages offerts à cette opportunité créée par le gouvernement français aux talents guinéens. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse.